Chapitre 66 du comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Le comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 66. Projet de mariage. Le lendemain de cette scène, à l'heure que Debray avait coutume de choisir pour venir faire, en allant à son bureau, une petite visite à mme danglars, son coupé ne parut pas dans la cour. À cette heure-là, c'est-à-dire vers midi et demi, mme danglars demanda sa voiture et sortit. Danglars, placé derrière un rideau, avait guetté cette sortie qui l'attendait. Il donna l'ordre qu'on le prévînt aussitôt que madame reparaîtrait. Mais à 2 heures, elle n'était pas rentrée. À 2 heures, il demanda ses chevaux, se rendit à la chambre et se fit inscrire pour parler contre le budget. De midi à 2 heures, danglars était resté à son cabinet, décachetant ses dépêches, s'assombrissant de plus en plus, entassant chiffre sur chiffre et recevant entre autres visites celle du major Cavalcanti, qui, toujours aussi bleu, aussi raide et aussi exact, se présenta à l'heure annoncée la veille pour terminer son affaire avec le banquier. En sortant de la chambre, danglars, qui avait donné de violentes marques d'agitation pendant la séance et qui surtout avait été plus acerbe que jamais contre le ministère, remonta dans sa voiture et ordonna au cocher de le conduire avenue des Champs-Élysées, numéro 30. Monte Cristo était chez lui. Seulement, il était avec quelqu'un, et il priait danglars d'attendre un instant au salon. Pendant que le banquier attendait, la porte s'ouvrit, et il vit entrer un homme habillé en abbé, qui, au lieu d'attendre comme lui, plus familier que lui sans doute dans la maison, le salua, entra dans l'intérieur des appartements et disparut. Un instant après, la porte par laquelle le prêtre était entré se rouvrit, et Monte Cristo parut. Pardon, dit-il, cher baron, mais un de mes bons amis, l'abbé Busoni, que vous avez pu voir passer, vient d'arriver à Paris. Il y avait fort longtemps que nous étions séparés, et je n'ai pas eu le courage de le quitter tout aussitôt. J'espère qu'en faveur du motif, vous m'excuserez de vous avoir fait attendre. Comment donc, dit danglars, c'est tout simple, c'est moi qui ai mal pris mon moment, et je vais me retirer. Point du tout. Asseyez-vous donc, au contraire. Mais bon Dieu, qu'avez-vous donc? Vous avez l'air tout soucieux. En vérité, vous m'effrayez. Un capitaliste chagrin est comme les comètes. Il présage toujours quelque grand malheur au monde. J'ai, mon cher monsieur, dit danglars, que la mauvaise chance est sur moi depuis quelques jours, et que je n'apprends que des sinistres. Ah, mon Dieu, dit Monte Cristo, est-ce que vous avez eu une rechute à la bourse? Non, j'en suis guéri, pour quelques jours du moins. Il s'agit tout bonnement pour moi d'une banqueroute à Trieste. Vraiment? Est-ce que votre banqueroutier serait par hasard Jacopo Manfredi? Justement. Figurez-vous un homme qui faisait, depuis je ne sais combien de temps, pour 8 ou 900 000 francs par an d'affaires avec moi. Jamais un mécompte, jamais un retard. Un gaillard qui payait comme un prince, qui paie. Je me mets en avance d'1 million avec lui, et ne voilà-t-il pas mon diable de Jacopo Manfredi qui suspend ses paiements? En vérité, c'est une fatalité inouïe. Je tire sur lui 600 000 livres, qui me reviennent impayées, et de plus, je suis encore porteur de 400 000 francs de lettres de change signées par lui, et payables fin courant chez son correspondant de Paris. Nous sommes le 30, j'en vois toucher. Ah, bien oui, le correspondant a disparu. Avec mon affaire d'Espagne, cela me fait une gentille fin de mois. Mais est-ce vraiment une perte, votre affaire d'Espagne? Certainement. 700 000 francs hors de ma caisse, rien que cela. Comment diable avez-vous fait une pareille école, vous, un vieux loup-cervier? Ah, c'est la faute de ma femme. Elle a rêvé que Don Carlos était rentré en Espagne. Elle croit aux rêves. C'est du magnétisme, dit-elle. Et quand elle rêve une chose, cette chose, à ce qu'elle assure, doit infailliblement arriver. Sur sa conviction, je lui permets de jouer. Elle a sa cassette et son argent de change, elle joue et elle perd. Il est vrai que ce n'est pas mon argent, mais le sien qu'elle joue. Cependant, n'importe,
vous comprendrez que lorsque 700 000 francs sortent de la poche de la femme, le mari s'en aperçoit toujours bien un peu. Comment? Vous ne saviez pas cela? Mais la chose a fait un bruit énorme. Si fait. J'en avais entendu parler, mais j'ignorais les détails. Puis je suis on ne peut plus ignorant de toutes ces affaires de bourse. Vous ne jouez donc pas? Moi? Et comment voulez-vous que je joue? Moi qui ai déjà tant de peine à régler mes revenus, je serais forcé, outre mon intendant, de prendre encore un commis et un garçon de caisse. Mais à propos d'Espagne, il me semble que la baronne n'avait pas tout à fait rêvé l'histoire de la rentrée de Don Carlos. Les journaux n'ont-ils pas dit quelque chose de cela? Vous croyez donc aux journaux, vous? Moi, pas le moins du monde. Mais il me semble que cet honnête messager faisait exception à la règle, et qu'il n'annonçait que les nouvelles certaines, les nouvelles télégraphiques. Eh bien, voilà ce qui est inexplicable, reprit Danglars, c'est que cette rentrée de Don Carlos était effectivement une nouvelle télégraphique. De sorte, dit Monte Cristo, que c'est 1700 000 francs à peu près que vous perdez ce mois-ci. Il n'y a pas d'à peu près, c'est juste mon chiffre. Diable, pour une fortune de troisième ordre, dit Monte Cristo avec compassion, c'est un rude coup. De troisième ordre, dit Danglars un peu humilié. Que diable entendez-vous par là? Sans doute, continua Monte Cristo, je fais trois catégories dans les fortunes. Fortune de premier ordre, fortune de deuxième ordre, fortune de troisième ordre. J'appelle fortune de premier ordre celle qui se compose de trésors que l'on a sous la main, les terres, les mines, les revenus sur les États comme la France, l'Autriche et l'Angleterre, pourvu que ces trésors, ces mines, ces revenus forment un total d'une centaine de millions. J'appelle fortune de second ordre les exploitations manufacturières, les entreprises par association, les vice-royautés et les principautés ne dépensant pas 1500 000 francs de revenus. Le tout formant un capital d'une cinquantaine de millions. J'appelle enfin fortune de troisième ordre les capitaux fructifiant par intérêts composés, les gains dépendant de la volonté d'autrui ou les chances du hasard, qu'une banqueroute entame, qu'une nouvelle télégraphique ébranle, les spéculations éventuelles, les opérations soumises enfin aux chances de cette fatalité qu'on pourrait appeler force mineure, en la comparant à la force majeure, qui est la force naturelle. Le tout formant un capital fictif ou réel d'une quinzaine de millions. N'est-ce point là votre position à peu près, dites? Mais dame, oui, répondit Danglars. Il en résulte qu'après 6 fins de mois comme celle-là, continua imperturbablement Monte Cristo, une maison de troisième ordre serait à l'agonie. Oh, dit Danglars avec un sourire fort pâle, comme vous y allez. Mettons 7 mois, répliqua Monte Cristo du même ton. Dites-moi, avez-vous pensé à cela quelquefois, que 7 fois 1700 000 francs font 12 millions ou à peu près? Non? Eh bien, vous avez raison, car avec des réflexions pareilles, on n'engagerait jamais ces capitaux, qui sont aux financiers ce que la peau est à l'homme civilisé. Nous avons nos habits, plus ou moins somptueux, c'est notre crédit. Mais quand l'homme meurt, il n'a que sa peau, de même qu'en sortant des affaires, vous n'avez que votre bien réel, 5 ou 6 millions tout au plus, car les fortunes de troisième ordre ne représentent guère que le tiers ou le quart de leur apparence, comme la locomotive d'un chemin de fer n'est toujours, au milieu de la fumée qui l'enveloppe et qui la grossit, qu'une machine plus ou moins forte. Eh bien, sur ces 5 millions qui forment votre actif réel, vous venez d'en perdre à peu près 2, qui diminuent d'autant votre fortune fictive ou votre crédit. C'est-à-dire, mon cher monsieur Danglars, que votre peau vient d'être ouverte par une saignée qui, réitérée 4 fois, entraînerait la mort. Et faites attention, mon cher monsieur Danglars. Avez-vous besoin d'argent? Voulez-vous que je vous en prête? Que vous êtes un mauvais calculateur, s'écria Danglars en appelant à son aide toute la philosophie et toute la dissimulation de l'apparence. À l'heure qu'il est, l'argent est rentré dans mes coffres par d'autres spéculations qui ont réussi. Le sang sorti par la saignée est rentré par la nutrition. J'ai perdu une bataille en Espagne, j'ai été battu à Trieste, mais mon armée navale de l'Inde aura pris quelques galions. Mes pionniers du Mexique auront découvert quelques mines. Fort bien,
Fort bien, mais la cicatrice reste, et à la première perte, elle se rouvrira. Non, car je marche sur des certitudes, poursuivit Danglars, avec la faconde banale du charlatan, dont l'état est de prôner son crédit. Il faudrait, pour me renverser, que 3 gouvernements croulassent. Dame, cela s'est vu. Que la terre manquât de récolte. Rappelez-vous les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Ou que la mer se retirât, comme du temps de Pharaon. Encore, il y a plusieurs mers, et les vaisseaux en seraient quittes pour se faire caravane. Tant mieux, 1000 fois tant mieux, cher monsieur Danglars, dit Monte Cristo. Et je vois que je m'étais trompé, et que vous rentrez dans les fortunes du second ordre. Je crois pouvoir aspirer à cet honneur, dit Danglars, avec un de ces sourires stéréotypés qui faisaient à Monte Cristo l'effet d'une de ces lunes pâteuses dont les mauvais peintres badigeonnent leur ruine. Mais puisque nous en sommes à parler d'affaires, ajouta-t-il, enchanté de trouver ce motif de changer de conversation, dites-moi donc un peu ce que je puis faire pour M. Cavalcanti. Mais lui donner de l'argent, s'il a un crédit sur vous, et que ce crédit vous paraisse bon. Excellent. Il s'est présenté ce matin avec un bon de 40 000 francs, payable à vue sur vous, signé Busoni, et renvoyé par vous, à moi, avec votre endos. Vous comprenez que je lui ai compté à l'instant même ces 40 billets carrés. Monte Cristo fit un signe de tête qui indiquait toute son adhésion. Mais ce n'est pas tout, continua Danglars. Il a ouvert à son fils un crédit chez moi. Combien, sans indiscrétion, donne-t-il au jeune homme? 5 000 francs par mois. 60 000 francs par an. Je m'en doutais bien, dit Monte Cristo en haussant les épaules. Ce sont des pleutres que les Cavalcanti. Que veut-il qu'un jeune homme fasse avec 5 000 francs par mois? Mais vous comprenez que si le jeune homme a besoin de quelques 1000 francs de plus, n'en faites rien. Le père vous les laisserait pour compte. Vous ne connaissez pas tous les millionnaires ultramontains. Ce sont de véritables harpagons. Et par qui lui est ouvert ce crédit? Oh, par la maison Fenzi, une des meilleures de Florence. Je ne veux pas dire que vous perdrez, tant s'en faut, mais tenez-vous cependant dans les termes de la lettre. Vous n'aurez donc pas confiance dans les Cavalcanti? Moi, je lui donnerai 6 millions sur sa signature. Cela rentre dans les fortunes de second ordre, dont je vous parlais tout à l'heure, mon cher monsieur Danglars. Et avec cela, comme il est simple, je l'aurais pris pour un major, rien de plus. Et vous lui eussiez fait honneur, car vous avez raison, il ne paie pas de mine. Quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a fait l'effet d'un vieux lieutenant, moisi sous la contre-épaulette. Mais tous les Italiens sont comme cela. Ils ressemblent à de vieux juifs quand ils n'éblouissent pas comme des mages d'Orient. Le jeune homme est mieux, dit Danglars. Oui, un peu timide peut-être, mais en somme, il m'a paru convenable. J'en étais inquiet. Pourquoi cela? Parce que vous l'avez vu chez moi à peu près à son entrée dans le monde, à ce que l'on m'a dit du moins. Il a voyagé avec un précepteur très sévère et n'était jamais venu à Paris. Tous ces Italiens de qualité ont l'habitude de se marier entre eux, n'est-ce pas? Demanda négligemment Danglars. Ils aiment associer leurs fortunes. D'habitude, ils font ainsi, c'est vrai. Mais Cavalcanti est un original, qui ne fait rien comme les autres. On ne m'ôtera pas l'idée qu'il envoie son fils en France pour qu'il y trouve une femme. Vous croyez? J'en suis sûr. Et vous avez entendu parler de sa fortune? Il n'est question que de cela. Seulement, les uns lui accordent des millions, les autres prétendent qu'il ne possède pas un seul. Et votre opinion à vous? Il ne faudrait pas vous fonder dessus, elle est toute personnelle. Mais enfin, mon opinion à moi est que tous ces vieux podestats, tous ces anciens condottieri, car les Cavalcanti ont commandé des armées, ont gouverné des provinces. Mon opinion, dis-je, est qu'ils ont enterré des millions dans les coins que leurs aînés seuls connaissent et font connaître à leurs aînés de génération en génération. Et la preuve, c'est qu'ils sont tout jaunes et secs comme leurs florins du temps de la République, dont ils conservent un reflet à force de les regarder. Parfait, dit Danglars, et c'est d'autant plus vrai qu'on ne leur connaît pas un pouce de terre, à tous ces gens-là. Fort peu, du moins. Moi, je sais bien que je ne connais à Cavalcanti que son palais de Lucques. Ah, il a un palais,
dit en riant Danglars. C'est déjà quelque chose. Oui, et encore le loue-t-il au ministre des Finances, tandis qu'il habite, lui, dans une maisonnette. Oh, je vous l'ai déjà dit, je crois le bonhomme serré. Allons, allons, vous ne le flattez pas. Écoutez, je le connais à peine. Je crois l'avoir vu 3 ou 4 fois dans ma vie. Ce que j'en sais, c'est par l'abbé Busoni et par lui-même. Il me parlait ce matin de ses projets sur son fils, et me laissait entrevoir que, las de voir dormir des fonds considérables en Italie, qui est un pays mort, il voudrait trouver un moyen, soit en France, soit en Angleterre, de faire fructifier ses millions. Mais remarquez bien toujours que, quoique j'aie la plus grande confiance dans l'abbé Busoni personnellement, moi je ne réponds de rien. N'importe, merci du client que vous m'avez envoyé. C'est un fort beau nom à inscrire sur mes registres. Et mon caissier, à qui j'ai expliqué ce que c'était que les Cavalcanti, en est tout fier. À propos, et ceci est un simple détail de touriste, quand ces gens-là marient leurs fils, leur donnent-ils des dots? Eh bien, mon Dieu, c'est selon. J'ai connu un prince italien, riche comme une mine d'or, un des premiers noms de Toscane, qui, lorsque ses fils se mariaient à sa guise, leur donnait des millions, et quand ils se mariaient malgré lui, se contentait de leur faire une rente de 30 écus par mois. Admettons qu'Andrea se marie selon les vues de son père, il lui donnerait peut-être 1, 2, 3 millions. Si c'était avec la fille d'un banquier, par exemple, peut-être prendrait-il un intérêt dans la maison du beau-père de son fils. Puis supposez à côté de cela que sa bru lui déplaise. Bonsoir, le père Cavalcanti met la main sur la clef de son coffre-fort, donne un double tour à la serrure, et voilà maître Andrea obligé de vivre comme un fils de famille parisien, en biseautant des cartes ou en pipant des dés. Ce garçon-là trouvera une princesse bavaroise ou péruvienne. Il voudra une couronne formée, un Eldorado traversé par le Potose. Non, tous ces grands seigneurs de l'autre côté des monts épousent fréquemment des simples mortels. Ils sont comme Jupiter. Ils aiment à croiser les races. Ah çà, est-ce que vous voulez marier Andrea, mon cher monsieur Danglars, que vous me faites toutes ces questions-là? Ma foi, dit Danglars, cela ne me paraîtrait pas une mauvaise spéculation. Et je suis un spéculateur, moi. Ce n'est pas avec mademoiselle Danglars, je présume? Vous ne voudriez pas faire égorger ce pauvre Andrea par Albert? Albert, dit Danglars en haussant les épaules. Ah bien oui, il se soucie pas mal de cela. Mais il est fiancé avec votre fille, je crois. C'est-à-dire que M. de Morcerf et moi, nous avons quelquefois causé de ce mariage. Mais M. de Morcerf et Albert... N'allez-vous pas me dire que tout ceci n'est pas un bon parti? Mademoiselle Danglars vaut bien M. de Morcerf, ce me semble. La dot de mademoiselle Danglars sera belle, en effet, et je n'en doute pas, surtout si le télégraphe ne fait plus de mauvaises folies. Oh, ce n'est pas seulement la dot, mais dites-moi donc à propos. Eh bien? Pourquoi donc n'avez-vous pas invité Morcerf et sa famille à votre dîner? Je l'avais fait aussi, mais il a objecté un voyage à Dieppe avec madame de Morcerf, à qui on a recommandé l'air de la mer. Oui, oui, dit Danglars en riant, il doit lui être bon. Pourquoi cela? Parce que c'est l'air qu'elle a respiré dans sa jeunesse. Monte Cristo laissa passer l'épigramme sans paraître y faire attention. Mais enfin, dit le comte, si Albert n'est point aussi riche que mademoiselle Danglars, vous ne pouvez nier qu'il porte un beau nom. Soit, mais j'aime autant le mien, dit Danglars. Certainement, votre nom est populaire, et il a orné le titre dont on a cru l'orner. Mais vous êtes un homme trop intelligent pour n'avoir point compris que, selon certains préjugés trop puissamment enracinés pour qu'on les extirpe, noblesse de 5 siècles vaut mieux que noblesse de 20 ans. Et voilà justement pourquoi, dit Danglars, avec un sourire qu'il essayait de rendre sardonique, voilà pourquoi je préférerais M. Andrea Cavalcanti à M. Albert de Morcerf. Mais cependant, dit Monte Cristo, je suppose que les Morcerf ne le cèdent pas aux Cavalcanti. Les Morcerf. Tenez, mon cher comte, reprit Danglars, vous êtes un galant homme, n'est-ce pas? Je le crois. Et de plus, connaisseur en blason? Un peu. Eh bien, regardez la couleur du mien,
elle est plus solide que celle du blason de Morcerf. Pourquoi cela? Parce que moi, si je ne suis pas baron de naissance, je m'appelle Danglars au moins. Après? Tandis que lui ne s'appelle pas Morcerf. Comment, il ne s'appelle pas Morcerf? Pas le moins du monde. Allons donc. Moi, quelqu'un m'a fait baron, de sorte que je le suis. Lui s'est fait comte tout seul, de sorte qu'il ne l'est pas. Impossible. Écoutez, mon cher comte, continua Danglars, monsieur de Morcerf est mon ami, ou plutôt ma connaissance, depuis 30 ans. Moi, vous savez que je fais bon marché de mes armoiries, attendu que je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est la preuve d'une grande humilité ou d'un grand orgueil, dit Monte Cristo. Eh bien, quand j'étais petit commis, moi, Morcerf était simple pêcheur. Et alors on l'appelait Fernand. Tout court? Fernand Mondego. Vous en êtes sûr? Pardieu, il m'a vendu assez de poissons pour que je le connaisse. Alors, pourquoi lui donniez-vous votre fille? Parce que, Fernand et Danglars étant deux parvenus, tous deux anoblis, tous deux enrichis, se valent au fond, sauf certaines choses, cependant qu'on a dites de lui et qu'on n'a jamais dites de moi. Quoi donc? Rien. Ah oui, je comprends. Ce que vous me dites là me rafraîchit la mémoire à propos du nom de Fernand Mondego. J'ai entendu prononcer ce nom-là en Grèce. À propos de l'affaire d'Ali-Pacha, justement. Voilà le mystère, reprit Danglars, et j'avoue que j'eusse donné bien des choses pour le découvrir. Ce ne serait pas difficile si vous en aviez eu grande envie. Comment cela? Sans doute. Vous avez bien quelques correspondants en Grèce? Pardieu. À Janina. J'en ai partout. Eh bien, écrivez à votre correspondant de Janina et demandez-lui quel rôle a joué dans la catastrophe dali tebelin un Français nommé Fernand. Vous avez raison, s'écria Danglars en se levant vivement. J'écrirai aujourd'hui même. Faites, je vais le faire. Et si vous avez quelque nouvelle bien scandaleuse, je vous la communiquerai. Vous me ferez plaisir. Danglars s'élança hors de l'appartement et ne fit qu'un bond jusqu'à sa voiture. Chapitre 66.